Vincent, on l'a entendu dans le reportage, il y a quand même une grande partie de la population béninoise qui loue la bonne gestion du président Talon. Quels sont les points forts de son bilan? Écoutez, moi je me souviens l'avoir rencontré pendant sa traversée du désert sous Thomas Boniaï, dans un palace parisien où il avait pris ses quartiers. Et en l'écoutant, je me disais, voilà un de ces acteurs politiques qui considère que l'on peut gérer un pays comme une entreprise. Il avait vraiment un discours de businessman, efficacité, rationalité, ce qui était d'ailleurs en partie concrétisé par des projets d'infrastructure qui ont été mentionnés dans... C'est un ancien homme d'affaires d'ailleurs. C'est un homme d'affaires qui en a gardé d'une certaine manière la culture. D'une certaine manière, ça pourrait ressembler à une sorte de Paul Kagame ouest-africain, référence au président rwandais qui lui aussi a placé la sécurité des investissements, la lutte contre la corruption, l'efficacité, le travail comme vertu cardinale avec les outrances que l'on sait en matière de respect des droits de l'homme et de la diversité du pluralisme. Donc il y a vraiment cette dimension-là chez Patrice Talon et c'est vrai qu'il a en quelque sorte bénéficié à cette époque-là en tout cas du climat un peu pagailleux de la fin de l'ère Boniaï et une opposition fragmentée, divisée, parfois un peu désinvolte et qui a pu faire preuve de légèreté. Donc voilà, il s'est un peu engouffré dans cette brèche, mais le problème c'est que le corollaire de cette posture, c'est une forme d'autoritarisme. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de gérer des affaires et d'être obéi, on s'irrite de la lenteur. On considère toujours que les collaborateurs ne sont pas suffisamment rapides, vifs dans l'exécution des ordres, etc. Donc il y a cette forme d'impatience-là qui peut venir heurter, évidemment, les idéaux démocratiques, le pluralisme, l'expression de voix divergentes. Alors, en tout cas, d'après ce que dit l'opposition, ça semble aller un petit peu plus loin qu'une attitude et d'une gouvernance au pouvoir. On parle notamment du verrouillage parlementaire de l'opposition qui a eu, puisque l'opposition véritable, telle que vous l'indiquiez tout à l'heure, indique que finalement, elle n'est pas représentée au Parlement et que donc cette élection est verrouillée d'avance. On peut toujours arguer du fait que l'opposition porte une part de responsabilité dans le crash industriel de 2019, taux de participation de 30%, estimation, et un Parlement totalement monocolore, 100% des députés acquis au président Talon, ce qui, en termes simplement de vie démocratique, de vitalité du débat, n'est jamais sain pour personne. Donc voilà, c'est un peu ça qui est l'impasse politique aujourd'hui. Et on sent à quel point il est difficile de gérer la distorsion entre le culte de l'efficacité économique et l'assèchement du débat et de la controverse politique. Alors on va y revenir, mais je voudrais peut-être qu'on fasse un petit tour du côté de la diaspora, puisque cette élection est également très suivie par la diaspora. Les Béninois qui vivent en Europe ont pu voter aujourd'hui à l'ambassade du Bénin à Paris. Certains ont pu voter d'ailleurs, d'autres n'ont pas trouvé leur nom sur la liste. Je vous propose en tout cas d'écouter quelques réactions, propos recueillis cet après-midi par Nina Soyer. Je suis venue aujourd'hui voter à l'ambassade du Bénin à Paris parce que le vote est un acte citoyen et que c'est important de pouvoir, même depuis la France, faire des actions qui auront un impact au Bénin. J'aimerais pas que ça dégénère suite à l'annonce des résultats. Ce serait vraiment quelque chose qui serait très dommage parce que le pays est habituellement assez pacifique. Je regarde sur la liste qui est affichée à l'entrée. Il n'y a même pas du tout mon nom. Si les choses sont toujours faites à moitié, s'il n'y a pas de listing réel, comment peut-on voter? On ne peut pas. Comment peut-on remplir exactement son devoir de citoyen? Vincent, bon, on le voit, il y a eu quelques couacs, ça arrive dans les élections parfois. Le Bénin, pendant plusieurs années, a quand même été vu comme une tradition démocratique. On vient d'en parler un petit peu. Est-ce que vous diriez, au fond, que cette élection est en train d'affaiblir cette tradition démocratique du Bénin? Est-ce qu'on est en train de passer dans totalement autre chose? Alors, l'image est évidemment altérée, elle est affectée. On se souvient de l'époque où on surnommait l'ancien Dahomey, le Bénin d'aujourd'hui, Sorbonne de l'Afrique de l'Ouest, quartier latin régional, etc., avec, ne l'oublie pas aussi, une vitalité effectivement du débat et puis surtout l'épisode mémorable des fameuses conférences nationales souveraines du début de la décennie 1990, alors certes un peu pagailleuse, mais qui a marqué d'une certaine manière la fin de la culture du parti unique, même si celle-ci reviendra en force plus tard. Donc c'est vrai que le Bénin jouissait de cette image dans toute la région, et d'ailleurs ce n'est pas un hasard si beaucoup de chefs d'État ouest-africains, et au-delà d'ailleurs, ont choisi des conseillers politiques béninois.
Il n'était pas considéré comme dangereux sur la scène politique locale, mais il y avait cette réputation d'expertise, de savoir-faire, et de même, regardez la fortune, dans tous les sens du terme, de certains conseillers en communication béninois qui ont épaulé des chefs d'État ou des prétendants très au-delà des frontières de la région.